Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Bertrand de Wauters. Bonjour Bertrand. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Vous êtes né dans une famille baignée de musique. Votre père, le chevalier Antoine de Wauters d'Oplinter, est producteur indépendant pour des grands labels comme EMI. Après avoir dirigé Rossel rue Royale, il rachète la boîte en musique en 1970. Parallèlement, il fonde le label Pavane. Vous reprenez l'affaire familiale au tournant des années 2000 dans un marché qui vient de connaître le boom du compact disque. C'est un secteur sain et prospère jusqu'à l'avènement du CDR lancé par Philips et Sony. L'arrivée d'Internet et de la copie illégale MP3 complique les choses. L'avènement du streaming brouille encore les cartes avec un modèle économique dans lequel les labels et les artistes ne se retrouvent pas. Grâce à un professionnalisme et un service à la clientèle de première qualité, la boîte à musique résiste et continue à rythmer la vie de nombreux mélomanes bruxellois et même étrangers grâce à sa plateforme de vente sur Internet. L'enseigne La Boîte à Musique est une institution en Belgique qui remonte à la fondation du Palais des Beaux-Arts en 1935. Elle est même l'un des fournisseurs brevetés de la Cour royale de Belgique, que ce soit sous les règnes des rois Baudouin, Albert II et Philippe. En introduction à notre interview, je vous propose d'écouter directement le 5e prélude et fugue en ré majeur du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach dans la version de Youri Egorov. Le 5e prélude et fugue en ré majeur du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach dans la version de Youri Egorov, une parution du label Pavane récemment rééditée dans la collection Anthologia.
Alors dites-nous Bertrand, quelles ont été les grandes étapes de l'évolution de la boîte à musique? Eh bien, comme vous l'avez justement souligné, je suis rentré dans les affaires au moment de l'avènement du compact disque, c'est-à-dire au milieu des années 80 et à 100% à la fin des années 80. Il faut bien savoir que c'était une révolution à cette époque, puisque le marché a complètement muté en à peine quelques années, du 33 tours au compact disque. Je crois qu'aucun autre marché, aucune autre industrie n'a effectué une mutation aussi rapide que celle de la musique enregistrée. Donc cette mutation voulait évidemment impliquer pas mal de choses au niveau de la commercialisation de ces supports. Donc dans le magasin même, le stock a dû complètement changer en quelques années, les présentoirs ont dû complètement changer. Donc ça a été une véritable révolution et non pas une évolution. Je suis rentré à ce moment-là happé par ce marché de la musique classique. Je n'avais aucune affection particulière à la musique classique au départ. Et c'est vraiment en rentrant dedans que je suis tombé amoureux du répertoire, de l'immensité du répertoire, puisqu'on parle quand même de plus de 500 ans de musique écrite, en tout cas, musique savante occidentale, comme on dit. Donc l'immensité de ce répertoire à découvrir ouvre les portes. Et ça n'a pas été un petit peu découragé par l'ampleur du répertoire qu'il vous fallait maîtriser, et lorsque vous aviez un client qui venait à vous, de devoir directement comprendre quelle était sa demande, c'était pas quelque chose... Je vous rassure tout de suite, on la maîtrise jamais à fond. On maîtrise jamais à fond. Pourtant, moi, qui suis client régulier de la boîte à musique, je dois dire que je suis quand même très impressionné. Vous savez tout sur tout et vous voyez très bien de quoi on parle. Et j'ai même assisté à des scènes où il y a des clients qui viennent vous chanter là pour que vous identifiez de quoi il s'agit. Donc, quand même. C'est gentil de le souligner, et 30 ans d'expérience m'aident à retrouver en effet certaines mélodies connues ou moins connues. Mais heureusement, d'ailleurs, Ça vous a mis quoi, 10 ans pour maîtriser plus ou moins, pour tous les débrouiller? jours, je découvre de nouveaux compositeurs. Tous les jours, il y a des noms qui me sont inconnus, pas parce que je ne les ai pas vus auparavant, mais parce que certains interprètes, certains artistes scrutent les bibliothèques du conservatoire pour retrouver la perle oubliée. C'est ça qui est intéressant dans ce milieu, c'est qu'on découvre tous les jours de nouveaux répertoires, aussi bien en musique ancienne qu'en musique baroque, en musique contemporaine, c'est un peu plus normal, bien sûr, mais dans les répertoires plus anciens, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir encore retrouver des partitions magnifiques et oubliées depuis parfois plusieurs siècles. Alors, il y a une chose qui intrigue beaucoup dans votre magasin. Vous êtes fournisseur de la cour royale. Oui. Alors, comment est-ce qu'on devient fournisseur breveté de la cour royale? Excusez-moi. Breveté. Oui. Eh bien, c'est un parcours également. Il faut plusieurs années de fourniture régulière ayant obtenu satisfaction auprès des membres de la cour qui fréquentent le magasin, sans aucun problème. Donc, ils viennent eux-mêmes? Certains viennent eux-mêmes, oui, bien sûr. Et alors, dites-moi, par curiosité, quels sont les goûts de Albert et Paola, par exemple? Je vais dire qu'ils sont assez larges. Je peux pas dire. Ce sont des personnes très cultivées, donc mélomanes. Mais Paola étant italienne, est-ce qu'elle aime l'opéra italien par préférence, ou quelque chose comme ça, le bel canto? Bien entendu. Alors, quittons la famille royale. Comment expliquez-vous que les amateurs de musique classique restent attachés au compact disque, alors que pour la plupart des autres répertoires, les consommateurs ont, on peut dire, adopté vraiment le format de streaming? Pour plusieurs raisons. On y va. Je vais dire, la première raison est certainement un désir d'avoir la meilleure qualité possible. Or, il faut savoir qu'avec le streaming aujourd'hui, on n'atteint pas encore cette qualité. Donc le son est compressé, c'est ça? Le son est toujours compressé, même si on dit le contraire. Il y a des plateformes qui vendent de la haute définition, mais il faut un appareil compatible qui vaut énormément d'argent, et très peu de personnes qui peuvent se prévaloir de posséder un tel appareillage matériel. Donc la qualité, c'est la première chose. La première chose, je crois que pour vous, ça vous semble que le compact disc semble être toujours le meilleur compromis? Le support sonore qui permet la meilleure restitution aujourd'hui
de la musique, simplement. C'est le meilleur support. Certains veulent revenir au 33 tours, au vinyle. Oui, on voit un essor, effectivement. Il y a un petit essor, surtout pour la musique jazz, mais je crois que surtout cet effet vintage. D'ailleurs, on voit que les clients qui sont adeptes du vinyle sont plutôt des jeunes qui n'ont pas connu le vinyle il y a 30 ou 40 ans. Parce que nous, mélomanes qui avions une collection de vinyles à l'époque, oui, une fois qu'il fait une rayure, ça crache pour le reste du temps. On était bien content de s'en débarrasser lorsqu'on avait remplacé sa discothèque en CD. Donc ça, c'est la première raison. La qualité, évidemment. Ensuite, le CD apporte autre chose que juste l'écoute. Un CD, c'est un album, généralement. Ce n'est pas un track, comme on dit, pas une seule plage, comme ce pourrait l'être en musique variété, pop. Donc on écoute un album généralement dans son intégralité. Bien sûr, un concerto ne fait pas tout un album, mais enfin c'est au moins 30-40 minutes. Une sonate, même chose. Donc à partir du moment où on écoute tout un album, il y a le livret qui va avec, évidemment. Il y a donc C'est plus immersif, ça vous semble plus immersif. L'expérience du compact disc, c'est le voyage musical. Je parlais du retour du 33 tours du vinyle il y a quelques minutes. Eh bien, ici, le vinyle offrait aussi une expérience immersive. On ouvrait la pochette, on met le disque lui-même sur sa platine. Et ici, c'est un peu la même démarche, même si le compact est un peu moins sexy. Quand même, Oui, c'est moins sexy. D'un autre côté, ça dure plus longtemps. La qualité est meilleure, on n'a pas le crash. Toutes les demi-heures. Moi, j'ai le sentiment que les gens collectionnent surtout les 33 tours parce que les gens qui aiment les pochettes, et c'est vrai qu'en jazz, les pochettes étaient très très belles, des photos assez vintage, mais en termes de qualité sonore, bon, c'est plus compressé, la dynamique est moins grande que le compact disc. Et je dirais, troisième raison pour laquelle je pense que le CD a encore des beaux jours devant lui, c'est que les grands amateurs, les grands mélomanes, ce sont aussi des grands collectionneurs. Oui. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et tout à fait. Et devant l'immensité du répertoire, l'immensité des titres disponibles aujourd'hui en CD, on ne peut pas... apprendre tout. Voilà. Oui. Aujourd'hui, si vous avez une collection de disques CD, on ne va pas du jour au lendemain vous dire qu'elle ne vaut plus rien, que tout est disponible en numérique. Ça n'a aucune valeur pour oui, moi je trouve aussi qu'il y a des références qu'on ne trouve plus. D'ailleurs, qu'on a en compact disque et qu'on n'arrive plus à trouver et qu'on ne trouve pas sur Internet. Et je suis bien content de les avoir, moi, par exemple. Bien sûr. Alors, dites-nous, quels sont les artistes classiques qui vendent le plus de CD à l'heure actuelle, selon vous, selon votre expérience ? Alors, il y a le marché classique et il y a le marché de la boîte à musique. Ce n'est pas oui. toujours la même chose, parce que le marché classique, il faut savoir que dans les grosses maisons de disques, les majors, comme on dit, certains artistes, sans être du tout péjoratif, André Rieu, disons, sont considérés comme classiques et vendent beaucoup. Pas à la boîte à musique, forcément, bien que nous les vendons à la demande, naturellement, pour les clients intéressés. Ce ne sont pas nos best-sellers. Nos best-sellers se situent plutôt dans des disques réalisés par des artistes tels que Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann, Lang Lang, des pianistes de talent, Hélène Grimaud, plus récemment, Camille Thomas se débrouille pas mal. La violoncelliste belge. Absolument. J'ai comme ça pas mal d'exemples, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un best-seller. Comme je vous disais, l'immensité du répertoire fait que nous avons des centaines de nouveautés par mois, encore et toujours, et que, évidemment, on ne vend pas des centaines d'exemplaires de chacune des nouveautés, mais on vend plutôt 1000 fois un exemplaire qu'un même titre par 1000 exemplaires. Donc le panel est très étendu. Très étendu, très large. Alors qu'avant, c'était moins le cas. Il y avait quelques têtes d'affiche, que je pense à Karajan, Jesse Norman, Maria Callas, qui concentraient les ventes. Alors quand vous dites avant, peut-être de l'époque du 33 tours, ou au début du CD. Mais c'est clair qu'à l'époque, il y avait des têtes d'affiche du type de Callas, Karajan, Rostropovitch, enfin des gens de cette notoriété-là qui étaient connus bien au-delà du public mélomane musique classique traditionnelle, quoi. C'est ça, oui, parce que vous faisiez référence à André Rieu, mais lui, c'est plutôt ce qu'on appelle easy listening, c'est pas vraiment du classique, en fait. Oui, mais au sein de ces majors, des firmes de disques, des firmes de disques, c'est considéré comme du classique. Hein. Oui, c'est peut-être une question de budget ou de label, oui, peu importe, vous avez raison. Vous avez raison. Alors dites-moi, est-ce que les jeunes viennent à la boîte à musique ? Je ne peux pas dire que les adolescents soient ma clientèle essentielle, mais il ne faut pas croire que tout mon public est forcément grisonnant.
Je pense qu'on adhère à la musique classique avec une certaine maturité. On peut dire que ma clientèle se commence, disons, vers l'âge de la quarantaine, quoi. La quarantaine tout de même, oui. Je dirais à peu près. Peut-être des artistes un peu plus jeunes, parfois des étudiants de conservatoire, des choses comme ça. Mais essentiellement, c'est quand les gens acquièrent une certaine maturité qu'ils apprécient la musique classique. Et je dirais que c'est à partir d'une quarantaine d'années, oui. Alors, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de la musique classique? À l'avenir de la musique classique, je pense qu'elle est là, elle est bien là, elle est présente, je pense qu'elle est foisonnante même. Quand on voit dans certains pays, en France notamment, le nombre de festivals de musique classique qui se déroulent l'été, en temps normal bien sûr, peut-être pas cette année, mais en temps normal, je pense qu'il y a vraiment un public pour la musique classique et qu'elle existe vraiment. Ça représente beaucoup de monde qui travaille, qui en dépendent, beaucoup d'artistes. Les conservatoires, n'oublions pas, sont pleins. Oui, il y a sont pleins. beaucoup d'étudiants au conservatoire, alors que la carrière de musicien n'est pas facile. Mais le monde de la musique classique est foisonnant, oui. Alors, je vous propose de continuer notre découverte du label Pavane, dont vous êtes le propriétaire, avec un des best-sellers de votre catalogue, l'album dédié aux nocturnes de John Field, dans l'interprétation de Robert Mamou. Voici le 11e nocturne en mi bémol.
le 11e nocturne en mi bémol de John Field dans l'interprétation de Robert Mamou. Il s'agissait d'une parution du label Pavane. Alors dites-nous Bertrand, votre activité a-t-elle été justement affectée par la pandémie? Naturellement, l'activité a un petit peu été affectée dans la mesure où les portes closes, on ne pouvait pas accueillir de clients. Cependant, nous sommes actifs depuis quand même déjà pas mal d'années sur Internet et donc avons notre propre boutique en ligne, laboîteamusique.eu. Et fort, Page de pub. et fort heureusement, elle fonctionne très bien, très bien. On a vraiment des résultats probants, de fortes progressions en termes de chiffre d'affaires, à 2 chiffres, comme cela se dit. Non, on est très content. On va vraiment... Depuis quand vous avez ouvert cette plateforme? Nous sommes actifs depuis déjà 5-6 ans. Enfin, on avait plusieurs sites internet depuis de nombreuses années, mais digne de ce nom avec un choix de plus de 100 000 articles. Ça fait 5-6 ans à peu près. Au mois de mai, lors de la pandémie, nous avons profité pour renouveler celui-ci avec une nouvelle technologie beaucoup plus moderne. Et donc là aussi, les résultats se sont immédiatement fait suivre avec notre clientèle qui nous a vraiment bien suivis. Je crois donc que pendant que le magasin était fermé, est-ce qu'il y a une partie de la clientèle qui est passée sur la plateforme pour compenser son absence de venue? Absolument. Il y a beaucoup de clients qui ont commandé sur notre site web d'e-commerce. Et pas seulement, nous sommes ouverts évidemment au marché mondial grâce à ce site web. Et on a des commandes, tous les jours nous recevons des commandes du monde entier, un peu partout. La France, bien sûr, les Pays-Bas, tous les pays d'Europe, mais même le Canada régulièrement, les États-Unis, les pays scandinaves, vraiment de toute origine. Donc c'est un peu une récompense pour tous vos efforts et votre professionnalisme. Je pense que c'est absolument ça. Je pense que si nous sommes là et que nous nous maintenons aujourd'hui pendant cette crise inédite, c'est parce que nous avons été professionnels, nous avons essayé d'offrir le meilleur service depuis très longtemps. Oui, je pense. Oui. Et voilà, grâce à ça, nos clients sont fidèles et sont présents. Et c'est grâce à ça aussi que le magasin est encore là. Même si ce n'est pas en présentiel, ils sont présents. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est effectivement le cas. Vous pouvez le revendiquer. Alors, parmi les albums que vous avez produits, il y a ce récital du violoncelliste belge Alexandre Debru et du pianiste Alexander Mogilevski, dont je vous propose d'écouter l'Andante, extrait de la sonate en sol mineur de Sergei Rachmaninov.
Alexandre Debru et Sacha Mogilevski interprétaient l'Andante de la sonate en sol mineur de Sergei Rachmaninov, une parution pavane dont le directeur Bertrand de Wauters est notre invité. Alors Bertrand, dans quel contexte le label Pavane est né? Eh bien, c'est donc comme la boîte à musique, tout comme la boîte à musique, c'est une affaire de famille. Mon père, qui possédait plusieurs magasins de disques avant la boîte à musique, mais déjà dans le marché du Oui, je l'ai disque. dit en introduction, Oui. il était chez Rossel, rue Et Royale. avant, il avait son propre magasin qui s'appelait Stéréoson, qui a été racheté par Rossel, en fait. C'est ça. Donc, étant disquaire, il s'est très vite senti l'âme d'un producteur, au contact de nombreux artistes, bien sûr, qui étaient en demande. Il a commencé à produire dans les années 70, tout d'abord au sein de plusieurs autres maisons de disques comme Decca ou EMI. Et en 78, il a décidé de fonder son propre label, donc Pavane, qui a donc plus de 40 ans aujourd'hui, 42 ans, avec des artistes belges et étrangers, dont font partie, vous l'avez fait écouter, Yuri Gorov parmi les premières productions, lauréat du concours Elisabeth, donc à l'issue du concours Elisabeth. À l'issue d'une rencontre, voilà, cet album a été enregistré. Plusieurs autres lauréats du concours Elisabeth ont également été enregistrés par mon père. On peut citer Cyprien Katsaris, le père Mogilevski, vous venez de passer Sacha, Exactement. mais Yevgeny Mogilevski, donc le papa d'Alexandre, a sorti plusieurs disques chez Pavane également. Alors, je vous propose d'en écouter un justement, Ah d'un tout jeune Alexandre Melnikov, qui a enregistré en 1991 pour Pavane. Alors, je vous propose de l'écouter dans l'adagio de la sonate en do mineur, Kochel 457 de Mozart.
l'adagio de la sonate en do mineur Kochel 457 de Mozart par un tout jeune Alexander Melnikov. Alors on a parlé d'Alexandre Dubru, on a parlé de Yuri Egorov. Vous permettez à certains artistes, notamment Alexandre Dubru ou Robert Mamou, de vraiment construire une discographie au sein du label Pavan, de collaborer avec vous à long terme. Quels sont les autres artistes qui sont récurrents dans Au le sein label du Pavan? label Au sein du Pavan. label Pavan, oui. Eh bien, c'est en effet un désir de la part des artistes et de ma part de construire une relation à long terme avec un artiste. C'est une relation de fidélité, de confiance. Et nous l'avons développée, comme vous dites, Alexandre Debru, bien entendu, depuis plus de 20 ans, je crois, à peu près. C'est assez rare, hein. C'est pour ça que je me permets de souligner que des labels, encore à l'heure actuelle, restent attachés à leurs artistes sur une si longue période. Oui, c'est une question de fidélité, d'amitié, hein, soyons clairs. Je crois que ça passe par là aussi. L'humain reste primordial. Et donc, avec ces artistes-là, il n'y a pas que des relations commerciales ou d'affaires, il y a des relations humaines et des relations d'amitié. Alexandre Debru, Robert Mamou, cousitier, Stéphane Demey, le pianiste, et son trio également, le trio Portici. Le trio Carlo Vanest Le trio également. Carlo Vanest, bien sûr, au sein duquel Alexandre Debru officie également, avec Karine Lechner et Maya Levy. Maya Levy, avec laquelle nous avons également enregistré un autre disque en dehors du trio. Ça continue. Ça continue. Il y a vraiment de nombreux artistes, pianistes et autres artistes, divers instrumentistes que nous suivons et que nous aidons à progresser dans leur carrière. Voilà. Alors, parmi les titres les plus populaires de votre catalogue, je vous propose d'écouter un extrait qui s'intitule Cuando el rey Nimrod al campo salía, extrait de l'album Sepharat de l'ensemble Rosa Enflorece, un ensemble qui explore la tradition du chant monodique judéo-espagnol.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, extrait de l'album Sepharat de l'ensemble La Rosa Enflorece. Alors, Bertrand, est-il facile de produire des disques à l'heure actuelle? On sait que le marché est difficile, qu'il y a la concurrence d'Internet, des copies illégales. Est-ce que c'est encore facile de produire des disques? Facile, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Techniquement, mais financièrement, goupiller le tout. Financièrement, c'est évidemment le nerf de la guerre. C'est évidemment, il est clair qu'aujourd'hui, rentabiliser un investissement dans un enregistrement, dans la fabrication et l'édition d'un disque, au niveau purement commercial, par la commercialisation du support sonore, ça devient très compliqué. Très compliqué. C'est la raison pour laquelle il est normal que beaucoup d'éditeurs, producteurs cherchent des aides par ailleurs, que ce soit par des organismes publics comme les services de la musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou beaucoup d'éditeurs français le font en France auprès de la SACEM ou des fondations diverses et variées qui agissent en tant que mécènes pour les enregistrements, pour produire les enregistrements. Sinon, il serait impossible d'amortir le coût réel de ces enregistrements sur les ventes des disques. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ce n'est pas le seul secteur. Dans le cinéma, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas un film qui sort qui pourrait se financer par le nombre de tickets d'entrée. La taxe Shelter est là pour le prouver. Et sans taxe Shelter, je crois qu'il y aurait beaucoup de films qui ne se feraient pas. Oui, on a bien de la chance en Belgique d'avoir ce système. Même des cinéastes étrangers viennent tourner en Belgique pour profiter de ce système, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans le rôle de producteur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce rôle? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est une relation particulière, une relation avec l'artiste. Avec l'artiste. Qui n'est pas toujours facile, j'imagine. Issu de rencontres, parce que c'est toujours... Un disque, c'est le fruit d'une rencontre, d'une amitié, comme je disais, pas toujours facile parce que les artistes sont ce qu'ils sont, et on les connaît bien, mais on les adore pour ça aussi. Oui, une fois qu'ils se mettent à jouer, on leur pardonne tout. Voilà. Oui. Alors, parmi les projets qui ont contribué à la renommée de votre label, il y a cette intégrale des sonates pour piano de Ludwig van Beethoven par Eduardo del Puello, artiste reconnu qui a formé des générations de pianistes au Conservatoire royal de Bruxelles. Je vous propose d'écouter le rondo de la sonate en do mineur numéro 8, opus 13, la pathétique de Beethoven.
le rondo de la sonate en do mineur numéro 8 opus 13, Pathétique de Beethoven dans l'interprétation d'Eduardo del Puello, dont l'intégrale des sonates est parue sous le label Pavane. Alors Bertrand, vous avez fondé avec Bernard Mouton un autre label, Musica Ficta. Qui est Bernard Mouton, tout d'abord ? Eh bien, Bernard Mouton, je le connais depuis très longtemps. Il a été directeur artistique de plusieurs festivals. Et il est toujours d'ailleurs directeur artistique de plusieurs festivals. Festival baroque du Sablon. Il est toujours directeur artistique du festival des Midi Minimes. Et également maintenant, depuis quelques années, directeur artistique du festival de l'été Mozan. C'est également un musicien, avant tout, et musicologue. Il joue de quel instrument ? De la flûte, diverses flûtes à bec. Nous avons produit le premier disque de l'ensemble dont vous avez passé un extrait de La Rosa Inflorese. Dont il fait partie. Donc. C'est aussi une collaboration, on en parlait tout à l'heure, une collaboration qui a plus de 15 ans maintenant, puisqu'on a sorti 5 albums avec cet ensemble de musique séfarade. Et avec d'ailleurs pas mal de succès, on peut le souligner, parce que c'est pas évident. Non, oui, c'est un très bel album qui a connu beaucoup de succès. Voilà. Et donc avec Bernard, même chose, nous nous sommes très vite liés d'amitié. Et l'idée est venue de créer un label dédié à part entière à la musique ancienne. Par musique ancienne, on peut dire à partir du Moyen-Âge, musique de la Renaissance, musique baroque bien sûr, et jusqu'à la musique, ce qu'on appelle de la période classique. Nous avons donc, après moult hésitations, créé ce label qui s'appelle Musica Ficta et qui compte aujourd'hui 34 titres à sa collection. Et alors, c'est un label aussi, j'ai l'impression, qui explore les répertoires. Il y a pas mal de compositeurs dont on a très peu entendu parler. Est-ce que c'est Bernard Mouton lui-même qui les cherche dans les bibliothèques, qui cherche des partitions Alors, c'est un petit peu le but de la collection, c'est une porte ouverte pour les artistes, d'abord, parce que c'est vrai qu'on a lancé quand même pas mal d'ensembles de musique ancienne, et c'est avec eux que nous recherchons un répertoire qui, pour les artistes, pour se différencier, il faut trouver un répertoire propre, un répertoire qui n'est pas déjà exploité par des dizaines d'autres ensembles et par des centaines d'autres enregistrements. On ne va pas demander à un ensemble de musique baroque d'enregistrer les 4 saisons de Vivaldi, ça n'a pas de sens. Sauf s'il y apporte quelque chose de totalement inédit. Oui, mais avant de prouver qu'il apporte réellement quelque chose d'inédit, qu'il fasse ses preuves avec un autre répertoire. C'est un peu la politique. Notre politique. Et donc c'est la raison pour laquelle on a sorti pas mal d'albums avec des premières mondiales, que ce soit 2 albums avec l'ensemble Clématis, consacré à Nikolaos à Kempis, et l'autre avec la musique Carolus à Carte. Des compositeurs belges du tournant du 16e, 17e siècle, donc aux alentours de 1600, qui étaient totalement inédits, qui ont connu pas mal de succès. Clématis aujourd'hui est un ensemble qui enregistre beaucoup sous d'autres labels malheureusement, mais qui a son succès. Magali Léger avec l'ensemble Rosa Solis a enregistré plusieurs disques pour nous également. Le premier consistait en des motets de Handel, dont le Gloria qui venait d'être retrouvé, la partition venait d'être retrouvée dans des bibliothèques en Angleterre. D'autres répertoires s'ouvrent encore à nous. Tout dernièrement, nous venons de sortir un disque consacré à des sonates en quatuor de Guillemin, un compositeur français, et dont c'est également un premier enregistrement mondial. Alors justement, vous en aviez parlé, je vous propose d'écouter un extrait de cet album de motets et sonates d'église de Georg Friedrich Handel, interprété par la soprano Magali Léger et l'ensemble Rosa Solis. Écoutons le Gloria in excelsis Deo du Gloria de Georg Friedrich Handel, une parution Musica Ficta. Gloria,
Magali Léger et l'ensemble Rosa Solis interprétaient le Gloria in excelsis Deo du Gloria de Georg Friedrich Händel. Alors nous poursuivons directement avec un autre titre du catalogue Musica Ficta, la Fantaisie 14 de John Jenkins par The Spirit of Gambo. Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, la Fantaisie 14 de John Jenkins par The Spirit of Gambo, une production Musica Ficta dont le fondateur Bertrand de Wauters est notre invité. Bertrand, qu'éprouvez-vous quand vos efforts sont récompensés par des prix comme ce diapason d'or décerné à cet album ? J'allais le dire, c'est une reconnaissance de tout le travail fourni. Voilà, c'est vraiment pour les artistes, pour les producteurs que nous sommes, c'est une réjouissance, vraiment une reconnaissance de notre travail. De manière générale, vous avez écouté, de par votre métier de producteur et de fondateur de la boîte à musique, des milliers, des dizaines de milliers d'albums. Si vous deviez en emmener 3 sur une île déserte, lesquels ce seraient ? 3 sur une île déserte. C'est très compliqué parce que les goûts évoluent. Oui, bien sûr. Donc, ça dépend combien de temps je vais rester sur cette île déserte. Ce que vous voulez, mais au moins, disons 2 semaines. En tout cas, du Schubert, ça c'est sûr. Oui. Musique de Schubert.
Si je ne devais choisir qu'une seule œuvre, peut-être le quintet que vous citez, mais j'ai pas envie de trop pleurer non plus. Oui, c'est vraiment triste, oui. Mais peut-être la fantaisie à piano 4 mains. Oui. Le trio éventuellement aussi. Enfin, tout ça sont des œuvres absolument sublimes. Hein. Du Bach, bien sûr aussi, sans doute. Une passion ou des œuvres pour piano également de Bach. Le clavier bien tempéré. Le clavier bien tempéré, par exemple. On a beaucoup, alors. On a beaucoup écouté. Ce qui est déjà pas mal. Il y a déjà 48 premiers des fugues. On a déjà le temps, oui. On peut... oui. Voilà, mais je pourrais en citer des centaines. Et un troisième. Vous avez cité un troisième. Un troisième. Pardon, un qui n'est pas classique ? Ah, qui n'est pas classique. Un disque que j'écoute beaucoup, c'est peut-être le Stan Getz, là, Girls of Ipanema. C'est un album mythique que j'ai dans ma discothèque depuis 30 ans et que j'écoute régulièrement. Voilà. Avec Astrud Gilberto. Avec Astrud Gilberto, bien Eh bien, je vous propose d'écouter justement The Girl of Ipanema avec Astrud Gilberto et Stan Getz. C'est le choix libre de Bertrand de Wauters. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Alors, nous venons d'écouter The Girl from Ipanema, interprétée par Astrid Gilberto et Stan Getz. Il s'agissait du choix de notre invité, Bertrand de Wauters. Votre rendez-vous musical Appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup, Bertrand de Wauters, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Frédéric. Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.